Alors aujourd'hui, question existentielle, faut-il acheter des actions ou des tranquillisants? Parce que franchement, vu la semaine qu'on vient de se taper, c'est plus un marché boursier, c'est un épisode de Game of Thrones écrit par des stagiaires qui prennent des trucs illégaux visiblement. Entre Trump qui veut virer Powell, puis qui l'adore, et puis qui veut faire la paix avec la Chine sans prévenir les Chinois, le FMI qui nous annonce la fin du monde économique version stagflation, et les marchés qui montent et descendent comme une fête foraine sans frein, franchement, moi perso, j'hésite, soit j'achète du S&P 500, soit une boîte de l'X2000 en gros. Alors installez-vous bien, aujourd'hui on débriefe cette semaine de grand n'importe quoi, avec un peu d'ironie, beaucoup de mauvaise foi, mais toujours le sourire. Bienvenue dans ce Swiss Bliss, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 26 avril 2025. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Alors cette semaine, c'était pas un marché, c'était un asile de fous sans surveillant. On a ouvert lundi avec un Dow Jones en chute libre, un Trump en mode Terminator qui voulait virer Powell parce qu'il baisse pas les taux assez vite. Je cite ce major loser. Et derrière, les marchés qui paniquent comme si quelqu'un avait crié requin dans le grand bain de la piscine municipale. La guerre commerciale USA-Chine, elle a fait son grand retour aussi dans les médias. Des menaces de tarifs douaniers XXL, des réponses du tac au tac, la diplomatie du doigt d'honneur. Bref, ambiance sympathique avec un tout petit parfum de récession mondiale pour pimenter tout ça. Et puis, paf, retournement de veste, quelques heures plus tard, Trump nous annonce l'air de rien, qu'il n'a jamais voulu virer Powell. Limite, il l'aime bien en fait. Bipolaire. C'est plus bipolaire à ce niveau-là, c'est quasiment multiples personnalités version deluxe, avec une option où tu sais jamais quel clown va sortir du chapeau. Mardi, c'était le bal des statistiques et des économistes du FMI qui arrivent sur scène en criant « Attention, la croissance mondiale ralentit, l'inflation repart, et si ça continue, on risque même de se taper une stagflation », c'est un mot qui devient de plus en plus à la mode, alors attention, parce que oui, stagflation, tu sais, ce combo magique où l'économie ralentit et les prix montent, l'équivalent économique de se faire passer dessus par un 30 tonnes en gros quoi. Mercredi, Wall Street repartait comme si de rien n'était, mais alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que Trump a fait un clin d'œil à la Chine et soudain tout le monde croit à la désescalade, comme si les supporters du PSG et de l'OM décidaient soudainement de partir en vacances ensemble. Et en Suisse, pendant que tout ce bazar mondial se déroulait, nous on était occupés à fusionner la Baloise et Helvetia, histoire de créer un nouveau géant de l'assurance helvétique. Pendant que Trump allume des incendies, en Suisse, nous on fait des mariages. Ça serait quand même plus facile de dédommager les incendies à la fin, si vous voyez ce que je veux dire. Côté entreprise, Nestlé, Roche, Kuehne+Nagel, SGS, tout le monde a balancé ses trimestriels en pagaille. Et bilan global, des résultats pas mal, des prévisions prudentes et une constante, l'incertitude économique est devenue l'excuse officielle pour expliquer tout et n'importe quoi. Pas de croissance, l'incertitude. Des ventes en baisse, l'incertitude. Mauvaise coiffure ce matin, incertitude évidemment. Et puis jeudi et vendredi, rebolote, le marché grimpe encore parce que breaking news, Trump a encore discuté avec la Chine. Enfin, c'est pas très clair avec qui, mais il a discuté avec quelqu'un en Chine. Tellement discuté que même les Chinois sont pas encore au courant qu'il discute avec les Américains. Et puis toujours du côté de la Suisse, le SMI franchit les 12 000 points, tranquille, pendant que Martin Schlegel de la BNS nous rappelle qu'avoir une inflation maîtrisée sous les 2%, c'est absolument vital. Bon, ce qui est bien, c'est que il le dit avec l'énergie d'un mec qui sait que de toute façon, les politiciens américains peuvent foutre le feu à tout ce qu'il est en train de construire au fur et à mesure. Résumons donc ce cirque. Trump souffle chaud et le froid, puis la tempête tropicale. Powell joue les pompiers, mais il commence à sentir le cramer quand même. Et les marchés font la danse de la pluie en espérant que ça ira mieux demain. La Chine reste patiente pour l'instant. Et la Suisse, elle fusionne, elle publie des chiffres solides et regarde tout ce bordel en se disant tant qu'on vend du chocolat pour l'instant, tout va bien, merci Nestlé. Et le FMI nous annonce que la croissance mondiale a pris un abonnement annuel au centre de rééducation. Conclusion de la semaine, le climat de marché actuel, c'est simple. Vous imaginez un pilote d'avion en pleine tempête, sauf que là, le pilote, c'est Donald Trump, qui est bourré et qui pense que le bouton éjection, c'est le régulateur de vitesse. Donc pour l'instant, ça tient parce que les marchés veulent y croire. Ils veulent croire à un accord USA-Chine, à un Powell toujours en place, à une Fed qui baissera les taux, à des résultats d'entreprise pas si pourris. Mais la volatilité est devenue quand même notre nouvelle colocataire et elle a ramené une copine pour dormir à la maison et cette copine, elle s'appelle incertitude. Là, on finit au top de la semaine, mais il n'est pas certain que Trump se taise jusqu'à lundi matin. Bref, attachez vos ceintures, ne pariez pas la maison et les enfants et surtout ne quittez jamais des yeux le compte X de POTUS. Si on regarde les performances de la semaine, vous voyez qu'il y en a deux qui sortent vraiment leur épingle du jeu.
c'est le Bitcoin qui reprend 11,45% sur la semaine et le Philadelphia Semiconductor Index. Non, c'est pas du fromage, c'est l'indice des semi-conducteurs qui repart à la hausse, plus quasiment 11%. Alors évidemment, des relativement bons chiffres, des réassurances du côté de la Chine. On se dit, bah, si les Américains trouvent un deal avec la Chine, ça va être facile. Résultat, rebond massif des semi-conducteurs. Mais comme je disais dans le Morning Bull Live d'hier, on est encore à 40% des plus hauts historiques sur le Semiconductor Index et on est de loin pas dans une tendance haussière. Donc, à surveiller encore, il faudrait qu'on réintègre les niveaux corrects pour être vraiment en mode emballage. On en reparlera tout à l'heure dans les graphiques dans quelques instants. L'Allemagne repart, plus 4,89%. Le S&P 500 plus 4,6% sur la semaine, très bonne semaine. Merci la Chine, merci la réconciliation avec Powell, bien évidemment. C'est que de la géopolitique qui nous booste les marchés cette semaine. Et vous avez le Hang Seng qui reprend 2,74%, la Suisse qui finit en hausse de 2,5% quand même, et puis surtout autour des 12 000 points, ce qui est plutôt pas mal. L'or qui corrige un petit peu après avoir touché les 3 500, et le pétrole qui repère 2,57% sur la semaine. Sur le SMI, si on regarde sur la semaine, vous voyez, c'est quand même spectaculaire. Un rebond de 7% chez Richemont, un rebond de 8,88% chez Logitech. Vous voyez, tout ce qui est lié à la tech ou alors à la Chine et donc au luxe, eh bien, ça repart comme en 40. Et 6,4% de hausse sur Lonza. Roche qui reprend 2,46 après ses publications. Nestlé qui perd 2,55% sur la semaine après les publications aussi. On va en reparler dans quelques instants. Sika qui prend 5%. UBS qui récupère 7,8% sur la semaine. Là aussi, on voit plus que c'est un effet marché qu'autre chose. Bref, une très belle semaine sur la Suisse, mis à part Nestlé, j'ai envie de dire. Pourtant, les chiffres n'étaient pas si mauvais que ça. Les graphiques de la semaine, alors petite prise de pouls des indices. Alors après la chute de ces derniers temps, bien évidemment, c'est difficile d'avoir quelque chose de visible et de compréhensible sur les indices boursiers. Vous voyez que le SMI a quand même bien récupéré depuis 3 semaines, hein, après avoir frisé les 10 800, eh bien il y a 10 jours en arrière. Aujourd'hui, on est de retour quasiment. Pas encore, on a touché les 12 000, mais on termine à 11 942 sur le SMI. On n'a pas encore récupéré notre moyenne mobile des 200 jours. La moyenne mobile des 50 est encore bien loin, mais vous voyez que ça croise dans tous les sens. Pour l'instant, on a eu une dead cross, puis maintenant on a une golden cross. Mais quand on voit pour l'instant, ce qu'on retient surtout, c'est que c'est beaucoup d'hésitation sur l'indice SMI. Mais le point positif, c'est qu'on est revenu dans cette tendance qu'on peut espérer être une tendance plus ou moins de fond. Et donc, quelque part, on va essayer de se reconstruire là au milieu s'il n'y a pas de nouvelles neuves du côté des États-Unis. Et quand je parle des États-Unis, bien sûr, je parle de Donald Trump. Et malgré tout, vous voyez que sur ce graphique, le S&P 500 a récupéré une grosse partie de sa claque. Là, lui aussi, hein, rappelons-le quand même que le 7 avril, on était à 4785 sur le S&P 500 et aujourd'hui, on termine à 5526. Là aussi, techniquement difficile d'en tirer des conclusions. On voit qu'on est revenu sur les bas où on avait fait un stop qui était devenu un support. Maintenant, ce support est devenu une résistance. Donc, repasser au-dessus des 5500 de manière durable, ce sera le premier challenge que les Américains vont devoir réaliser. Ensuite, on va aller chercher la moyenne mobile des 50 et des 200. Ce sera le prochain problème. Et vous voyez qu'on est beaucoup remonté sur les indicateurs techniques. On commence à être gentiment en surachat. Il va quand même falloir que maintenant Donald Trump vienne délivrer quelque chose de concret pour qu'on puisse y croire vraiment et se dire ok, il y a quelque chose qui a réellement changé. On a vu que pour l'instant, on a une tendance baissière qui se dessine. On est en train de revenir sur les hauts de cette tendance baissière. Donc attention, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Au niveau des résultats trimestriels, ça se passe plutôt pas mal. Donc ça, c'est plutôt rassurant pour la suite. Mais évidemment, la grosse épée de Damoclès, c'est comme je vous le disais, et c'est l'incertitude. C'est ce que pourrait bien évidemment nous sortir Donald Trump ces prochaines heures. Le Nasdaq, pareil, même comportement que le S&P 500. On a bien récupéré. Il faut savoir que maintenant, les 10 plus gros titres du S&P 500, c'est quasiment tous des techs, bien sûr. Et ils représentent 38% du S&P 500. Donc quand vous avez une bonne semaine sur la tech, forcément, vous avez une bonne semaine sur le S&P 500. On a eu une bonne semaine sur le Nasdaq grâce aux semi-conducteurs et aux choses qui s'améliorent par rapport à la Chine. Mais techniquement, là aussi, le Nasdaq n'est pas encore sorti de l'auberge qui est au fond des bois et au fond du trou. On doit revenir chercher cette moyenne mobile des 200 jours pour dire qu'éventuellement, on sait cette phase-là n'était qu'un mauvais passage. Pour l'instant, j'ai plus l'impression qu'on est en train de construire quand même quelque chose à des niveaux inférieurs et il va falloir avoir une dynamique supplémentaire pour pouvoir vraiment reconstruire à la hausse. Ce point-là, sur la moyenne mobile 200 jours qui se situe grosso modo à peu près 20 200 sur le Nasdaq,
sera un niveau important, parce que si vraiment on arrive à dépasser ce niveau-là, à ce moment-là, on pourrait dire qu'on est en train d'inverser quelque chose. Mais pour le moment, j'ai plutôt l'impression qu'on fait à chaque fois des points un peu plus bas. Et donc là, on est en train de construire pour l'instant une dynamique baissière et on n'est pas encore sorti de l'auberge. Le SOX, alors je vous le disais tout à l'heure, hein, si vous regardez les performances du SOX depuis bas, vous voyez, grosso modo, depuis l'autre jour, on a repris quasiment 25% sur le semi-conducteur depuis les plus bas. Et là aussi, c'est extrêmement violent. Alors vous voyez qu'on a toujours ce canal horizontal qui passe par là et par là. Et tant qu'on n'est pas venu se réétablir à l'intérieur, eh bien, on ne peut pas dire qu'on est dans une phase horizontale. Évidemment, il faudra ressortir un jour par le haut pour qu'on soit vraiment soulagé, 5500. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Beaucoup de chemins à faire qui vont passer par des accords avec la Chine, des accords sur les semi-conducteurs, des accords sur les semi-conducteurs liés à l'intelligence artificielle. Donc plein de sujets qu'on va pouvoir réaborder le jour où potentiellement Donald Trump décide de passer à autre chose dans sa vie et de gérer simplement le pays plutôt que se fâcher avec tout le monde. Et donc ça sera vraiment la question de l'avenir des marchés financiers. Et donc ça passera bien sûr par le semi-conducteur index. Et puis souvenez-vous toujours que le semi-conducteur index est un indicateur avancé. Si on revient dans ce canal latéral que je vous dessinais tout à l'heure, qu'on retrouve ici, à ce moment-là, on pourra l'utiliser un petit peu mieux. Pour l'instant, il revient juste des gorges de l'enfer. Il n'y a rien d'autre à dire par rapport à ça. On verra comment ça va évoluer ces prochains temps. Mais encore une fois, les discussions entre la Chine, Donald Trump et la thématique de l'IA seront prépondérantes. Rebond massif sur le DAX, là ça devient n'importe quoi aussi. Vous voyez, le DAX est revenu, il termine sa semaine à 22 242 après être passé à 18 416 le 4 avril. On est le 26 avril. Dans 3 semaines, on a fait 20% de hausse sur le DAX. Je sais pas, on a l'impression qu'ils ont trouvé du pétrole sous le Bundestag. C'est un peu la seule impression que ça donne. Ce qu'il faut retenir, c'est que la semaine dernière, on a eu des très bons chiffres sur un gros morceau du DAX, SAP, ce qui a permis aussi de soutenir encore un peu l'indice, mais c'est juste complètement débile, excusez-moi du terme, la manière avec laquelle se traite le DAX. Regardez de nouveau les indicateurs ici. On est de nouveau sur des indicateurs surachetés. Alors ça veut rien dire parce que souvent, quand on est complètement suracheté sur le DAX, ça baisse pas vraiment. Mais néanmoins, c'est devenu très vite, très haut, puisqu'on revient quand même de 4000 points, quasiment 4000 points plus bas sur le DAX. Le CAC 40, lui aussi, il est bien reparti. On est revenu au-dessus des niveaux de la dissolution de l'Assemblée nationale. C'est un peu le point de référence, mais on est revenu surtout au-dessus des 7500 sur le CAC 40. On voit qu'on a un peu cette zone médiane et que depuis pas mal de temps, eh bien, le CAC 40, il tourne autour de cette zone médiane. Donc maintenant, après avoir fait des écarts au niveau des 6800, on peut espérer qu'on remonte en direction des 8000. Bien évidemment, tout passera par les chiffres trimestriels. On a déjà eu LVMH qui reste mauvais sur ce trimestre et c'est déjà été publié, donc c'est pas eux qui vont nous faire remonter. Mais les bancaires seront peut-être là pour nous aider un petit peu plus ces prochains temps sur le CAC 40. Le pétrole, lui, il ne fait pas grand-chose. Il oscille en fonction des discussions par rapport à l'Iran. Mais vous voyez qu'on est toujours en dessous de notre triangle. Et puis là, on est en train de... j'ai envie d'utiliser le terme merdouiller pour ne pas faire grand-chose entre les 60 et les 63 $ en fonction du fait que les Américains s'entendent bien et trouvent des solutions avec les Iraniens ou pas. Déjà, la phrase « les Américains s'entendent bien avec les Iraniens », ça paraît juste complètement délirant. Mais enfin bref, c'est une des choses qu'il faudra regarder ces prochains temps. Mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à signaler sur le baril. L'or nous a fait une poussée de fièvre durant la semaine. Il est allé chercher les 3500 et depuis, on vient à 3319. On peut dire qu'on était dans une espèce d'embolie de bull market sur l'or, puisqu'évidemment, plus personne ne se pose des questions s'il faut acheter de l'or. Il faut absolument en avoir. Personne n'en voulait à 2500, mais à 3400, il faut absolument en avoir. Aujourd'hui, on a une tendance, essayer de grappiller une tendance qui va coller à la moyenne mobile des 50 jours. Si on revient sur les 3000, c'est tout à fait plausible. Et à partir de là, on pourra peut-être recontinuer à construire une tendance haussière, mais pas aussi délirante qu'un actif comme l'or qui passe de 3000 à 3500 en l'espace de 2 semaines, même pas. Donc revenir peut-être sur une pente un petit peu plus normale. Pour l'instant, je ne pense pas qu'on est non plus en train de parler de panique, puisqu'on voit toujours que les grandes banques centrales continuent d'acheter massivement de l'or. Et on termine cet horizon graphique avec un bref
Retour sur le Bitcoin, dont on ne parle plus beaucoup ces derniers temps. Vous voyez que le Bitcoin, il a rien foutu, un peu comme à son habitude pendant longtemps, dans cette zone de 80 000 $ où tout le monde s'est dit oui, c'est bon, cette fois, il va aller rechercher les 50 000. Eh ben non, il est reparti et une fois de plus, il est repassé au-dessus des 90 000 $. Aujourd'hui, on se traite à 94 400 sur le Bitcoin. Techniquement, il peut remonter en haut de cette zone dans laquelle il était à l'époque. Si on prolonge ce canal latéral dans lequel on se baladait à l'époque, vous voyez qu'on est revenu dedans et pour l'instant, on peut peut-être se dire que tant qu'on reste au-dessus des 92 500, le Bitcoin va continuer à se construire pour aller peut-être tester potentiellement de nouveau les plus hauts autour des 108 000 $. Mais ça va un petit peu mieux sur le Bitcoin. On voit quand même que les gens cherchent un petit peu des alternatives avec tout ce qui se passe à l'heure actuelle au niveau géopolitique mondial. On attaque maintenant les vedettes de la semaine. Alors, il y avait pas mal de publications cette semaine. On va prendre les plus importantes. Tout d'abord, Nestlé. Nestlé qui a publié un premier trimestre qui était au-dessus des attentes grâce à des hausses de prix relativement musclées, plus 2,1 sur ses prix. La croissance organique a atteint plus 2,8% contre 2,5 attendu. Donc, c'était plutôt positif, porté par Nespresso, KitKat et compagnie. Le groupe reste prudent face aux surtaxes de Donald Trump, bien sûr. L'impact direct est maîtrisé. L'impact indirect reste flou, bien sûr. Comment va se comporter le consommateur? Malgré ce brouillard économique, Nestlé confirme ses objectifs pour 2025. Croissance organique en accélération et marge opérationnelle 16%. Le nouveau CEO Laurent Frex veut rassurer après les déboires sous Mark Schneider, qui a été évincé l'an dernier pour sa gestion considérée comme molle. À noter que contrairement à Unilever qui freine sur les hausses de prix, Nestlé continue de pousser ses tarifs à la hausse. Résultat, les investisseurs ont salué la solidité, même si l'incertitude reste un caillou dans la chaussure et le titre aura été majoritairement boudé cette semaine. Le chemin vers l'ancienne grandeur du Veuvezan est encore très long. Alors vous voyez sur le graphique qu'il ne veut absolument plus rien dire. On est dans une configuration quand même plutôt positive de changement de tendance, mais on a de la peine à y croire. On a laissé des gaps dans tous les coins. Donc pour l'instant, Nestlé est en train de construire quelque chose, mais les chiffres qu'ils ont annoncés n'ont pas non plus laissé supposer qu'ils allaient faire de l'intelligence artificielle dans les prochains mois. Et résultat, pour l'instant, plutôt content, on va dire, mais pas non plus de raison de s'emballer. C'est un petit peu ce qui ressort des commentaires des analystes. Tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 92 francs suisses, je pense qu'il n'y a pas de raison de courir derrière de manière désordonnée. Du côté de chez Roche, on démarre 2025 sur les chapeaux de roue avec un chiffre d'affaires en hausse de 7% à 15,44 milliards, mieux que prévu. Le groupe investira 50 milliards aux USA sans augmenter ses coûts, pas plus de capex, pas plus de R&D, juste une optimisation des sites existants. Ils confirment leurs objectifs annuels, plus 5% de croissance attendue et dividendes en hausse. La pharma cartonne, plus 9%, portée par Fesgo, Vabismo, Xoller et Emilbra, malgré une claque en Chine, moins 15% du côté diagnostic. Aux US, la croissance compense largement la chute des anciens blockbusters et la baisse de Tecentriq. Seul bémol, les ventes de tests diagnostiques déçoivent un peu, surtout à cause du nouveau remboursement aux États-Unis. Résultat, les analyses saluent une copie solide. Roche reste un pilier fiable du SMI qui a d'ailleurs récupéré quelques pourcents cette semaine. Alors j'aime bien le côté pilier fiable du SMI. Vous voyez que Roche, pendant une période, était quand même bien détesté par le SMI. Mais pour l'instant, ça va un petit peu mieux. On retrouve des couleurs. La correction de l'autre jour laisse quand même des traces, puisqu'on est passé de 314 à 232 en l'espace de quelques jours à cause de Donald Trump et de ses tarifs adorables. Aujourd'hui, on revient sur les 261. On essaie de se reconstruire. Pour l'instant, on est en train de voir qu'on a quand même une zone 240, 286 qui est la zone clé sur le bon Roche pour l'instant. Prochain objectif à repasser, eh bien, ce sera les 286 à la hausse. Et on dira qu'on aura retrouvé une certaine sérénité par rapport à ce qu'on avait avant que Donald Trump nous fasse son show. Donc c'est ce petit chemin à récupérer qui risque d'être encore un petit peu long et compliqué, sachant bien sûr que, comme je le disais en début d'émission, l'incertitude est toujours présente. Kuehne+Nagel a sorti un premier trimestre solide avec un EBIT en hausse de 7% à 402 millions, mieux que prévu, plus 3% d'ailleurs. Le maritime et l'aérien carburent, plus 7% sur la mer, plus 23% dans les airs, malgré un environnement logistique sous pression. Évidemment, Trump, surtaxe, surcapacité. Kuehne+Nagel maintient ses objectifs 2025. Seul bémol, les analystes tiquent sur les risques liés au franc suisse qui est trop fort et au tarif US qui pourrait plomber les volumes. À court terme, le moratoire de 90 jours sur les nouvelles taxes de Donald Trump provoque un rush d'expéditions mer et air qui profite de l'occasion pour exporter un maximum. Du coup, c'est un mini coup de boost pour Kuehne+Nagel. Mais attention,
La suite de l'année pourrait être bien plus chaotique sur les prix et la demande. Résultat, malgré tout, le marché était plutôt content, mais sans euphorie. Globalement, on salue la gestion des coûts qui est exemplaire du côté du logisticien suisse. Vous voyez qu'il n'y a rien à dire au niveau du graphique. On consolidait avant l'histoire des tarifs douaniers dans la zone des quasiment des 200 francs suisses. On essaie de reconstruire quelque chose. L'annonce des droits de douane a fait chuter le titre. Et aujourd'hui, on essaie de se reconstruire. On voit que malgré la situation, ils s'en sortent relativement pas mal. On était relativement soulagés. J'ai envie de dire que Kuehne+Nagel devrait pouvoir réintégrer la zone des 200 balles sur le titre. Et à partir de là, on peut espérer construire avec une relative sérénité. Mais pour ça, de nouveau, il va falloir qu'on sache exactement à quelle sauce on va être mangé par les Américains. Du côté de la Baloise et d'Helvetia, vous avez vu, ils fusionnent pour créer Helvetia Baloise, super original au niveau du nom. Futur numéro 2 de l'assurance suisse avec plus de 20 milliards de francs suisses de chiffre d'affaires et 22 000 collaborateurs. Le nouveau géant sera présent dans toute l'Europe, Allemagne, France, Italie, Espagne, etc., enfin toute l'Europe, et entrera dans le top 10 des assureurs européens. La fusion est qualifiée entre égaux, avec un échange d'actions à 1,0119 Helvetia pour une Baloise, synergie attendue 350 millions de francs suisses par année, mais aussi des suppressions d'emplois, notamment en Suisse et en Allemagne. L'objectif affiché, 20% de hausse de la capacité à verser des dividendes d'ici 2029. La fusion est portée par l'activisme du fonds suédois Cevian, qui poussait Baloise à se restructurer. Les marchés applaudissent sur l'annonce, 2,6% sur Helvetia, 4,7% sur Baloise, mais ça n'a pas duré sur la semaine. L'incertitude, le manque de visibilité pour le futur a eu raison des velléités acheteuses sur le reste de la semaine. Le graphique de la Baloise, vous voyez, la bonne nouvelle, et puis finalement on ne sait pas trop où on va, résultat, ça n'a pas changé grand-chose. Et Helvetia, c'est exactement pareil, exactement le même chart, exactement le même comportement. Des fois, on a l'impression comme s'ils avaient déjà fusionné... Et des fois, on a l'impression qu'ils avaient déjà fusionné il y a 6 mois en arrière. On attaque le en vrac de la semaine. UBS a annoncé un partenariat en Inde dans la gestion de fortune. Ça lui permettra d'étoffer sa présence dans un marché en forte croissance. Arista a progressé sur les 3 premiers mois de l'année avec une croissance organique de 1,6% par rapport à l'année dernière. Pour 2025, la direction s'attend à une croissance organique de moins de 5%. Et elle souligne le sentiment des consommateurs en berne et la détérioration macroéconomique. Le grand thème du moment. Ypsomed a annoncé la cession des activités liées au diabète à TechMed. Le montant de la transaction se monte à 420 millions de francs suisses. Et l'année a bien débuté pour Phoenix Mecano, avec une légère hausse de chiffre d'affaires au premier trimestre, mais l'ombre des nouveaux droits de douane américains, comme par hasard, plane sur l'avenir et le patron du fabricant de boîtiers et composants électroniques, le patron s'est abstenu de fournir des prévisions pour l'exercice 2025. Temenos a publié mardi soir un chiffre d'affaires en légère hausse, en deçà toutefois des prévisions des analystes. Ces dernières ont pointé une croissance plus faible que prévu en raison de retard dans la conclusion de contrats, situation attribuée au contexte macroéconomique par entreprise. Résultat, le chart est de nouveau de retour à la case départ sur Temenos. Ublox a vu ses ventes bondir d'un quart au premier trimestre, mais la rentabilité opérationnelle a souffert de charges uniques liées à la cession des activités cellulaires. SGS a annoncé des recettes en nette progression au premier trimestre. Ils poursuivent leurs acquisitions à un rythme plus soutenu que prévu et ils confirment leurs objectifs pour l'ensemble de l'exercice. Belimo a progressé en début d'année sur des marchés porteurs, surtout sur le continent américain où le groupe zurichois a écoulé ses nouvelles solutions de refroidissement pour les centres de données. Confiante quant à la marge des affaires, l'entreprise basée à Inville a ajusté sa feuille de route pour 2025 dans le bon sens. Galderma a vu son chiffre d'affaires décoller au premier trimestre. Le traitement Nemluvio a déjà rapporté 39 millions de dollars au laboratoire dermatologique et esthétique Zugua, et c'est que le début selon la direction. Inficon a dégagé un chiffre d'affaires de 158,3 millions de dollars, en hausse de 3% sur un an. Le bénéfice net a en revanche fléchi d'autant à 24,9 millions. L'entreprise de Bad Ragaz confirme ses attentes pour l'ensemble de l'année. Pour ceux qui aiment bien les petites histoires, il semblerait qu'un gros paquet d'actions Micron a changé de main.
La transaction a porté sur 1,2 million de titres, soit une participation de 7,26% dans l'entreprise. C'est pas Micron, c'est Micron en Suisse, faut pas les confondre, pour une valeur de 20 millions de francs suisses. La semaine qui nous attend, donc, sera maintenant la semaine de tous les dangers. Les chiffres économiques vont être nombreux, vraiment. Entre la confiance du consommateur mardi, les jobs, le PIB américain et européen, le PCE et les non-farm payrolls en fin de semaine, eh bien, on pourrait bien se retrouver avec une semaine qui va complètement bouleverser notre façon de penser. Imaginez juste 2 secondes. La confiance du consommateur s'effondre. Le PIB est en dessous des attentes. L'inflation recule et les chiffres de l'emploi sont merdiques. Eh oui, vous avez compris, terrain idéal pour que Jérôme Powell puisse se pointer et commencer à parler de baisse des taux en mai. C'est ce qui risque bien de passer dans nos têtes ces prochains temps. Faites vos jeux, pour l'instant, rien ne va plus. Et puis la semaine qui arrive, on va aussi crouler sous les chiffres trimestriels. C'est l'avalanche aux USA avec Microsoft, Meta, Apple et Amazon et plein d'autres comme vous pouvez le voir à l'instant. En Suisse, on aura l'UBS et Novartis. Et puis au milieu de tout ça, on aura Trump, toujours, évidemment, vous avez compris, qui est capable du meilleur comme du pire. En tous les cas, vraiment pas sûr qu'on s'ennuie la semaine prochaine. Si quelqu'un a une technique pour arrêter de dormir et pour avoir plus de temps pour faire des vidéos, je suis preneur. Mais d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Coton Français, de liker cette vidéo, de la partager et de la commenter. Nous, on se revoit lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live. D'ici là, excellent week-end à tous. Profitez de tout le calme que vous pouvez prendre parce que ça va continuer à être très très chaud sur les marchés. Et puis on signalera quand même que pour l'instant, à quelques jours de la fin du mois d'avril, on n'a pas eu une seule vidéo en dessus de 10 000 vues. Alors merci à tous, à lundi. Bye bye.